Ce que nous avons vécu entre le 21 et le 25 mars n'est pas une escalade ordinaire. Ce n'est pas un échange de tirs symboliques entre deux puissances qui cherchent à sauver la face. Ce que nous avons vu ces 4 derniers jours, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Et nous y reviendrons dans un moment parce que la vraie question n'est pas de savoir combien de missiles ont été lancés. La vraie question, c'est ce que ces tirs révèlent sur la suite. Dimona, Bnei Brak, Tel Aviv, Arad. Ces noms sont désormais dans les archives de ce conflit. Des missiles balistiques iraniens ont frappé des zones résidentielles. Des bâtiments ont été éventrés. Des voitures ont été projetées à plusieurs mètres. Des dizaines de blessés ont été sortis des décombres, dont 6 enfants à Bnei Brak dans la seule nuit du 23 mars. Et un système de défense parmi les plus sophistiqués au monde n'a pas pu tout arrêter. 3 immeubles à Arad menacent de s'effondrer ce matin. Un cratère de 10 mètres s'est ouvert en pleine ville. Des bus ont été soufflés. Ce ne sont pas des incidents mineurs, ce sont des impacts militaires directs sur des populations civiles. Et nous reviendrons dans un moment sur ce que cela signifie pour la suite, parce que cette question change tout. Pour comprendre où nous en sommes, il faut remonter quelques semaines. L'Iran n'a pas commencé à tirer le 21 mars par hasard. La décision d'entrer dans un affrontement ouvert avec Israël et avec Washington a été prise dans un contexte précis. Une pression militaire américaine croissante, des frappes israéliennes répétées contre des cibles iraniennes dans la région et une logique d'escalade que Téhéran a sciemment laissé s'installer. Je ne vais pas prétendre que l'Iran est un acteur sans reproche dans cette région. Sa politique au Liban, en Syrie, au Yémen, a alimenté des décennies d'instabilité. Ce n'est pas une question de sympathie pour le régime. Mais ce que nous voyons ici, c'est une logique stratégique cohérente de leur côté. Le moment d'inflexion est arrivé lorsque les frappes américano-israéliennes ont commencé à cibler des infrastructures iraniennes jugées vitales. À partir de ce moment, Téhéran a choisi la riposte directe. Et tout ce qui a suivi découle de ce choix. Ce contexte compte. Il explique presque tout ce que nous avons observé entre le 21 et le 24 mars. Allons dans les faits. Étape par étape. Le 21 mars, l'Iran lance plusieurs vagues de missiles balistiques accompagnés de tirs de roquettes du Hezbollah. Les cibles, le sud d'Israël, notamment Dimona, zone hautement sensible, et la ville d'Arad. À Dimona, un missile frappe directement une zone résidentielle. Un intercepteur échoue, le missile continue sa trajectoire et touche sa cible. Ce n'est pas anodin. Le dôme de fer et les systèmes associés sont conçus pour fonctionner de manière intégrée, mais face à des attaques combinées et saturantes, des brèches apparaissent. Le 22 et le 23, la pression se maintient. Des barrages de missiles, des impacts signalés dans le centre et le sud d'Israël, des véhicules détruits, des habitations touchées. Et puis arrive le 24 mars. Un missile balistique équipé de sous-munitions se disperse au-dessus d'Apne, près de Tel Aviv. Ces ogives ne frappent pas en une fois. Elles s'ouvrent en altitude et dispersent des dizaines de petites bombes sur une zone élargie. Résultat, même un système de défense avancé ne peut pas tout intercepter simultanément. Des débris d'interception causent eux-mêmes des dégâts. Et pendant ce temps, Donald Trump annonce des négociations avec un responsable iranien non identifié pour mettre fin à la guerre. Une information démentie dans l'heure par le président du Parlement iranien. Sur X, publiquement, directement. Le vendredi, on parle de diplomatie. Le samedi matin, Téhéran déclare officiellement ne vouloir faire aucune concession. Ce qu'il s'est passé en 24 heures entre ces deux déclarations, voilà où les choses deviennent vraiment importantes. Permettez-moi de vous parler de quelque chose que j'ai appris en analysant des conflits asymétriques depuis des années. Quand une puissance militaire conventionnelle affronte un adversaire qui a construit sa doctrine autour de l'endurance et de la saturation, il y a une erreur d'interprétation classique. On regarde le nombre de missiles interceptés et on conclut à l'efficacité défensive. Mais ce n'est pas le bon cadre d'analyse. La vraie métrique, c'est le ratio entre le coût d'interception et le coût de lancement. Chaque intercepteur tiré par Israël coûte une fortune. Chaque missile iranien coûte une fraction de ce prix. L'Iran n'a pas besoin de tout faire passer. Il lui suffit d'épuiser la défense, de maintenir la pression psychologique et de préserver son arsenal pour la durée. Quand j'ai examiné des dynamiques similaires dans d'autres contextes, le constat était invariable. Celui qui détermine le rythme de l'escalade contrôle l'issue politique. Et pour l'instant, c'est Téhéran qui fixe le tempo. Pensez-y de cette façon.
Imaginez un joueur de boxe qui ne cherche pas le chaos au premier round. Il encaisse, il se déplace, il fatigue l'adversaire. Et à chaque round, l'adversaire frappe plus fort mais dépense plus d'énergie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. C'est exactement la logique que nous observons ici, avec des missiles à la place des poings et des économies entières à la place des corps. Et c'est là que la situation prend une dimension qui dépasse largement les champs de bataille. Le détroit d'Ormuz est quasi désert. Des navires stationnent de part et d'autre, paralysés par la peur d'une attaque. COSCO, le géant chinois du transport maritime, a suspendu ses réservations pendant 3 semaines avant de les rouvrir prudemment. Des tankers refusent de se lancer. Les armateurs sont en attente. Tout cela signifie une chose très concrète pour des millions de personnes qui ne regardent même pas ces images. Le coût de l'énergie monte, les chaînes d'approvisionnement se tendent et la pression économique globale augmente silencieusement. Et cette disruption économique devrait préoccuper chaque gouvernement allié, indépendamment de leur position sur le conflit lui-même. Parce que lorsqu'on laisse un détroit stratégique devenir une zone de guerre sans cadre diplomatique clair, on ne joue plus seulement avec des vies militaires. On joue avec la stabilité économique mondiale. Alors, suivons les indicateurs, pas les déclarations. Si l'Iran voulait réellement négocier, le détroit d'Ormuz resterait ouvert sans condition. Si les États-Unis avaient une stratégie cohérente, leurs alliés dans le Golfe n'auraient pas pris des débris de missiles iraniens sur leurs infrastructures. Abu Dhabi a perdu 2 personnes ce matin à cause de débris d'interception. Ce ne sont pas des ennemis de Washington, ce sont des partenaires. Et pourtant, aucun cadre de protection collective n'a empêché cela. Je ne dis pas que l'administration américaine cherche délibérément à déstabiliser ses propres alliés, mais je vous demande de regarder l'écart entre les déclarations et les résultats observables. Un leadership responsable reconnaîtrait cette tension ouvertement au lieu de tweeter des ultimatums. Alors, où va ce conflit? Parce que ce n'est pas une stratégie ce que nous voyons, c'est une improvisation sous pression. Laissez-moi vous présenter les 3 trajectoires sérieusement envisageables. Dans le meilleur des cas, un canal diplomatique discret s'ouvre réellement, loin des déclarations publiques contradictoires. Une médiation via Oman, via la Chine, via un tiers accepté des 2 côtés, aboutit à un cessez-le-feu temporaire avec une architecture de négociation. C'est le scénario que tout le monde espère. Mais il y a un problème fondamental. Les conditions déclarées des 2 parties sont pour l'instant incompatibles. Téhéran refuse toute concession publique. Washington exige des gages visibles. Et aucun des 2 ne peut se permettre politiquement de reculer à ce stade. Ce scénario reste donc le moins probable. La trajectoire la plus dangereuse, c'est celle d'une frappe américaine directe contre des infrastructures iraniennes en territoire iranien, ciblant notamment les sites nucléaires ou les bases souterraines. L'Iran dispose de missiles à double capacité conçus pour emporter des ogives nucléaires enfouies à 500 mètres de profondeur sous le granit. Nous ignorons ce que Téhéran dissimule dans ses installations. Et c'est précisément cela qui est terrifiant. Une telle frappe déclencherait une réponse iranienne massive, potentiellement irréversible sur le plan régional, avec des effets de second et troisième ordre impossibles à contenir. La trajectoire la plus probable, c'est ce que les stratèges appellent l'attrition contrôlée. Un conflit qui se maintient à un niveau d'intensité élevé sans franchir le seuil de la guerre totale. L'Iran continue de tirer, pas tous les jours, pas à pleine capacité, mais suffisamment pour maintenir la pression. Israël riposte, les États-Unis tweetent des ultimatums et les négociations piétinent dans l'ombre. Les économies de la région absorbent les coûts, les populations civiles des 2 côtés continuent de payer le prix. Et tout le monde attend que l'autre cligne des yeux en premier. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la gestion de crise sans boussole. Ce que ces 4 jours nous disent, en réalité, va bien au-delà des missiles et des cratères. Ils nous disent de quelque chose sur la nature du moment dans lequel nous vivons. Comment nous avons des systèmes d'alliance construits sur des décennies de confiance mutuelle qui sont aujourd'hui soumis à une pression extraordinaire. Nous avons une architecture diplomatique régionale qui se fissure en temps réel. Et nous avons des acteurs qui communiquent par ultimatums interposés au lieu de se parler dans des salles fermées. J'ai travaillé sur des crises régionales assez longtemps pour savoir une chose. Lorsque la communication formelle s'effondre, les erreurs de calcul deviennent exponentiellement plus probables. Et une erreur de calcul dans ce contexte, avec ce niveau d'armement, avec cette volatilité économique,
peut produire des conséquences que personne n'a planifiées et que personne ne peut facilement défaire. Une fois que certaines lignes sont franchies, elles le sont pour longtemps. Aux législateurs qui reçoivent de ces images dans leur bureau, votre rôle n'est pas de valider des décisions déjà prises, c'est d'interroger la cohérence stratégique de ce qui se déroule sous vos yeux. Aux journalistes qui couvrent ce conflit, les chiffres de missiles interceptés ne racontent pas toute l'histoire. Posez la question du ratio, posez la question du coût aux citoyens qui regardent ces vidéos et se demandent si cela les concerne. Oui, le détroit d'Ormuz, ce n'est pas une ligne abstraite sur une carte. C'est le passage de l'énergie qui alimente nos économies. Ce qui s'y joue vous touche directement. Nous avons vu des nations corriger le tir dans des moments bien plus sombres que celui-ci. Nous pouvons encore sortir de cette spirale, mais seulement si les décisions qui viennent sont guidées par une vision stratégique réelle et non par le prochain cycle d'actualité.